Le Coran, comme la plupart des grandes religions monothéistes, interdit les modifications corporelles irréversibles. Pourtant, au Maghreb, où l'islam est religion dominante, une histoire forte et lointaine relie les femmes à la pratique interdite du tatouage. Et l'UNE, que l'on peut voir pendant certaines fêtes traditionnelles, permet de faire survivre ce bagage culturel sans enfreindre les lois de l'islam. Mais dans les zones plus rurales du Maghreb, on peut encore rencontrer ces femmes, souvent âgées, au visage couvert des célèbres motifs berbères et kabyles. Parce que malgré les interdictions, le tatouage féminin est peut-être le rite berbère le plus ancien encore vivant. Ses origines remontent bien au-delà des débuts de l'islam et il est toujours pratiqué dans ces zones où vieilles traditions et religions dominantes se mélangent. Il s'avère que les femmes sont dépositaires de cette coutume et sont d'ailleurs les seules à pouvoir lire ces signes si mystérieux, qui sont en fait détenteurs d'un grand secret. Alors si vous voulez en savoir plus sur ces mystérieux tatouages berbères, restez là. Il est admis de dire que le peuple berbère est le plus ancien peuple autochtone du Maghreb. Les berbères existent depuis si longtemps qu'il est même assez difficile de définir les contours de cette identité. Par exemple, à l'Antiquité, il semblerait qu'on appelait les berbères les Libyens, mais que les Maures ou les Numides étaient eux aussi des berbères. Aujourd'hui, on appelle les berbères Amazigh ou Imazighen au pluriel, un terme autochtone qui signifie l'homme libre. On trouve entre 28 et 38 millions d'individus qui ne serait-ce que parlent la langue berbère, donc en fait beaucoup plus de personnes issues du peuple berbère. Il y a aussi des groupes ethniques issus de la culture berbère, mais qui ont aussi leur propre langue dérivée du berbère, comme par exemple les Kabyles. Et à titre d'exemple, il y a en Algérie 25% de la population qui parle le berbère, dont 2 tiers qui seraient issus de l'ethnie kabyle. Bref, on va pas se perdre parmi plus de chiffres, l'idée c'est que les berbères sont non seulement innombrables, mais qu'en plus c'est une identité dont les contours sont compliqués à tracer parce qu'ils vont bien au-delà de critères linguistiques, géographiques. D'ailleurs les berbères sont dans plus de 9 pays différents au moins, mais avec des diasporas à travers le monde entier, et que de toute façon on en parle dans chaque tatou série. La question de l'identité en anthropologie est très vaste et c'est quasiment impossible de définir ce qui fait qu'on appartient à un groupe plutôt qu'à un autre. Et si à la limite on pourrait trouver un fil conducteur pour parler des berbères, ce serait plutôt autour d'un lien historique. Il faut savoir que le peuple berbère était déjà présent au 1er millénaire avant notre ère au nord de l'Afrique. C'était un groupe ethnoculturel si puissant que malgré tous les aléas de l'histoire, la culture berbère n'a jamais disparu face à la domination romaine, la christianisation, la régence ottomane, les conquêtes arabes ou encore l'islamisation du Maghreb, parce que oui, on distingue les Arabes des Berbères. En 2018, on a d'ailleurs officiellement reconnu le calendrier berbère et le nouvel an berbère. Les Berbères n'ont donc jamais assimilé les cultures colonisatrices et ont même régné sur l'Algérois du Xe au XVIe siècle avec la première grande dynastie berbère des Zirides qui a fondé Alger Al-Jazaïr. Et pour autant, la langue berbère n'est pas devenue la langue de l'islam, et même si aujourd'hui la majorité des berbères est musulmane, ça n'a pas toujours été le cas. Les croyances originelles des berbères sont plutôt fondées sur des forces de la nature, le soleil, la mer, la lune, etc. Ensuite, à l'Antiquité, les berbères avaient des croyances polythéistes assez proches des panthéons grecs. Ensuite, les berbères ont eu une religion monothéiste assez proche du christianisme palestinien, mais sous des formes plurielles. Et enfin, un peu la même chose avec l'islam, en y incorporant beaucoup de pensées magiques et de croyances ésotériques. Bon, bien évidemment, l'histoire et la théologie, c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais l'idée là, c'était surtout de vous planter un peu le décor pour vous présenter les hommes libres, les Imazighen. Maintenant qu'on a un contexte un peu plus clair, on peut parler du vif du sujet. Le tatouage berbère est l'un des plus anciens rites berbères connus. Par contre, c'est un rite réservé aux femmes qui pouvaient à l'Antiquité se faire tatouer dès l'âge de 5 ans. Le tatouage s'appelle en langue berbère El Ayasha, donc celui qui fait vivre. Et d'ailleurs en langue kabyle, le tatouage s'appelle Akrad, qui signifie vacciner. On attribue plusieurs usages au tatouage traditionnel des femmes berbères, assez classiques, donc d'abord l'esthétisme, le tatouage c'est avant tout un ornement qui permet de rendre la femme belle. Également assez classique, un usage médical comme on retrouve souvent avec les tatouages traditionnels qui pourraient guérir par exemple de l'arthrose. Aussi, il pouvait être un gage de protection, un peu comme un outil magique, et aussi évidemment un symbole d'appartenance à un clan. On raconte également que les colons français trouvaient si hideuses ces femmes au visage tatoué que toutes les femmes berbères se sont tatouées entre elles
Une multitude de tatouages sur le front, les joues, le menton, etc. dans le but que les colons les trouvent horribles et donc ne les violent pas. Mais ce qui est quand même fondamentalement intéressant dans le tatouage berbère, c'est pourquoi est-il réservé aux femmes? Selon Alfred Arzouk, prof d'anthropo, membre de l'Institut royal de la culture amazique au Maroc, le tatouage doit avant tout être considéré comme une parure. Les berbères ont un sens de l'esthétique très certain et ces ornements permettraient de souligner la beauté de la femme, tout en permettant à l'érotisme de n'être que sous-entendu. L'anthropologue Suzanne Seawright confirme elle aussi cette thèse en expliquant qu'aucun des ornements que porte la femme berbère n'est obligatoire, et ce notamment parce que le choix des signes portés est propre à chacune, et ce qui ne serait pas le cas pour des signes d'appartenance à un clan ou pour des signes de rite de passage, car les motifs en général sont plutôt uniformisés dans ces cas-là. Si on part de ce postulat-là, le tatouage des femmes berbères serait donc purement ornemental et esthétique. C'est sans doute la première tatou-série où je vais dire ça, mais au final, ce qui m'a intéressée dans le tatouage berbère, c'est bien les signes et les symboles. Lucienne Brousse a recueilli dans Beauté et identité féminine, les tatouages féminins berbères des régions de Biskra et Tougourt, les centaines de dessins et de témoignages recueillis par son amie l'infirmière Eliane Ocre. C'est d'ailleurs sans doute l'unique manuel de lecture des tatouages berbères, c'est un vrai relevé ethnographique avec notamment des chapitres consacrés aux signes complexes qui sont des symboles très forts et très difficiles à décrypter. Si le tatouage amazigh existe depuis toujours, aucun écrit n'accompagne cette tradition évidemment, et donc on n'a pas de signification officielle de ces motifs. Et parmi les signes simples, comme le point par exemple ou la croix, il y en a qui seraient tout simplement des éléments de base dans tous les domaines de la décoration, que ce soit la poterie, le tissage ou les bijoux. Mais on peut attribuer au point la représentation de quelque chose de très stable, aussi de très safe, etc. Et pour autant, ce n'est peut-être qu'un point. En fait, on vient de l'évoquer, dans la culture berbère, il y a 7 domaines esthétiques. Les poteries, les décorations murales, les tapis, l'art mobilier, le tissage, les bijoux et les tatouages. Et on retrouve les mêmes motifs dans tous ces domaines. Et aussi, tous ces savoir-faire-là, ils relèvent de l'artisanat féminin. C'est-à-dire que ce soit la poterie, le tissage, le tatouage ou la confection de bijoux, tous ces domaines-là sont des domaines réservés aux femmes. Dans la thèse de la chercheuse Anna Meswani, présentée en 2019 à l'Université de l'Illinois, la chercheuse nous rappelle que bien que le Maghreb soit une région du monde où cohabite une pluralité de cultures, qui parfois se sont même combinées au gré de l'histoire, il y a quand même certains universaux qui règnent sur cette partie du monde, comme partout d'ailleurs, et en l'occurrence, selon les croyances et les différentes cosmogonies des cultures du Maghreb, qu'elles soient tribales, polythéistes, monothéistes ou peu importe, le système patriarcal, et pas du tout au sens de boue, patriarcat, caca, mais au vrai sens sociologique du terme, n'a jamais favorisé l'indépendance des femmes. Encore en 2015, selon une étude de l'UNESCO, c'est seulement 50% des femmes du Maghreb qui savent lire et écrire. Alors lorsque la lecture et l'écriture étaient encore réservées à certaines élites, le pourcentage devait être terriblement faible. Or, on le sait, le savoir permet d'imposer une certaine forme de domination, et notamment l'écriture, parce qu'elle permet de transmettre ses propres connaissances ou de manipuler un peu l'histoire telle qu'on le désire via son point de vue. Mais le manque d'accès à l'éducation des femmes berbères n'a pas du tout empêché ces dernières de trouver un moyen d'écrire leur histoire et de regrouper leurs connaissances, car dans l'artisanat des femmes berbères, les signes et les symboles utilisés, c'est en fait un vrai système de communication ultra complexe et élaboré entre femmes dont seules les anciennes ont le secret. Au-delà d'un simple ornement esthétique, c'est au final un alphabet secret à part entière, à travers lequel les femmes communiquent leur savoir-faire, leurs savoirs ésotériques ancestraux, leurs histoires et leurs valeurs, mais aussi certaines sagesses et certaines philosophies qui vont se transmettre de femme en femme.